Coucou à tous, aujourd'hui on part à la rencontre de Valérie Desrolez, elle est là-bas sur le bateau je crois. Bonjour. Bonjour. Excuse-moi, c'est toi Valérie Desrolez, tu travailles sur la lagune de Thau si je me trompe pas? Oui. Moi c'est Anna Pastokov, je suis étudiante en écologie, je voulais savoir si je pouvais te poser quelques petites questions. Oui, alors par contre là on va partir en mission sur la lagune. Ah ok. Donc on est deux et il y a une place pour toi si tu veux. C'est vrai? On peut t'embarquer. Ah, ça serait trop bien si c'est possible. Ok, bah alors par contre il faut aller s'équiper. Gilet de sauvetage, ciré, bottes, parce que la météo est menaçante. Ok. Et juste avant qu'on aille se changer, je me demandais un peu la mission, ça va être sur quoi? Qu'est-ce que tu fais exactement en fait? Alors donc sur le bateau, on est deux, on est une équipe pour aller prélever et faire des mesures hydrologiques. Donc on mesure la salinité, la température, et puis l'eau on la prélève pour après l'analyser au laboratoire. Donc il y a une partie des prélèvements qui vont être observés au microscope pour regarder quelles sont les espèces de microalgues présentes. Il y a des espèces qui sont signes de bon état, il y a des espèces qui sont dangereuses pour la santé humaine si elles se retrouvent dans les coquillages. Et puis on va aussi avoir une autre partie de l'eau qui va être analysée pour regarder la quantité de nitrite, nitrate, phosphate, tous ces nutriments qui indiquent un autre paramètre pour faire un diagnostic de l'état de santé de cette lagune. Après cette petite explication, on s'est donc changé et on est parti direction la lagune de Thau. Sur la route, bon, quand le bateau n'allait pas trop vite, Valérie m'a expliqué que ça fait depuis bien longtemps que ces missions existent. Et ça fait depuis longtemps que vous faites ces analyses ici? Eh bien ça fait plus de 40 à 50 ans qu'on fait ces suivis. Donc ça nous permet d'avoir des séries longues, historiques et qui nous donnent des tendances sur l'évolution de cette lagune. Ah mais c'est génial, parce que du coup c'est à des fréquences régulières que vous mesurez? Ouais, environ tous les 15 jours. On a ce suivi. Ok, et du coup, est-ce que vous avez déjà mis en valeur des évolutions depuis ces 50 dernières années sur la lagune? Oui, alors il y a des grosses évolutions. C'est une des zones côtières où il y a eu le plus d'amélioration, de restauration par rapport aux nitrates et aux phosphates notamment. Ça a été divisé par 10 la quantité de phosphate depuis 50 ans, grâce à des efforts, à des travaux d'assainissement qui ont été mis en place. Ça décoiffe. Mon bonnet il était en train de s'enlever, j'étais obligée de l'enlever parce que je sentais qu'il partait. Je reviens juste un petit peu sur cette histoire de diminution de nutriments, donc de phosphate et de nitrate, qui est en fait très importante. Quand il y en a trop dans le milieu aquatique, et c'est souvent d'origine humaine, il y a trop de nourriture pour les végétaux. Et ça crée des déséquilibres. Il y a par exemple des proliférations d'algues. Du coup, il y a des bactéries qui viennent pour les décomposer, mais elles utilisent tout l'oxygène présent dans l'eau, et donc ça crée des asphyxies. On a alors des grosses mortalités de poissons, par exemple. Tout ce phénomène est appelé eutrophisation. Aujourd'hui, comme le disait Valérie Desrolez, il y a de moins en moins d'excès de nitrate et de phosphate. On parle d'oligotrophisation. Mais revenons sur le bateau. On s'arrête à plusieurs endroits dans la lagune pour pouvoir faire plusieurs prélèvements. Donc c'est quoi cet appareil là? Le tube d'eau, c'est pour pouvoir prélever de l'eau à une profondeur en particulier? C'est ça, voilà. Donc on le met dans l'eau, elle est ouverte, et puis avec ça, ce messager, ça referme, ça déclenche la fermeture à la profondeur souhaitée. Donc là, on fait un prélèvement tout le temps à 1 mètre de la surface. Alors maintenant, on installe le matériel pour pré-filtrer. On commence par le flacon pour l'ammonium. NH4. Donc après le flacon ammonium, celui-là c'est NNP, c'est pour les nitrates et les phosphates. Et le dernier, c'est pour les silicates. Et pour cela, il faut un filtre spécial. Voilà, hop. Dernier petit flacon. Donc après c'est congelé et puis c'est analysé en laboratoire. Ça sert à quoi de le congeler? C'est pour stocker, pour pouvoir avoir une certaine quantité de flacons avant de lancer les analyses. Donc après il y a les collègues qui font ça pendant des journées entières. Alors avec cette sonde, tu vois, on mesure, ça s'appelle un salinomètre. Donc là c'est la salinité qui s'affiche, 37,4. Température 14, donc tu vois on est fin avril, c'est pas si chaud parce qu'il y a eu beaucoup de vent les jours passés. Et après c'est noté tout ça? Après c'est noté puis c'est saisi dans une banque de données qui nous permet de vérifier, de stocker nos mesures.
Donc il faut rester stable pour faire toutes ces mesures sur un bateau qui bouge. Avoir le mal de mer. Même en lagune, ça bouge. Une fois que toutes les mesures ont été faites, on retourne vite au laboratoire pour mettre les prélèvements au frais. Comme ça, ils ne s'abîment pas et les collègues qui font les analyses les ont rapidement. Au fait, j'ai appris un truc. On parle de lagune de taux depuis tout à l'heure, alors que dans le langage courant, on dit étang de taux. En fait, c'est parce qu'en occitan, on dit estan. Bon, je sais pas si je le prononce bien, mais en tout cas, c'est à cause de ça que toutes les lagunes de la région sont appelées étangs. Alors que scientifiquement, un étang, c'est un plan d'eau fermé, stagnant, alors que pour une lagune, il y a encore une circulation d'eau avec la mer. Bon, donc là, on a fini. Ils sont en train de tout décharger, récupérer tous les échantillons et les amener au laboratoire. Bon, j'ai eu de la chance. De 1, il n'a pas trop plu, et de 2, ils m'ont donné un ciré et des bottes. Et du coup, c'est trop bien. Par contre, je faisais la maline, mais en vrai, j'avais un peu beaucoup le mal de mer. En tout cas, ça me pose plein de petites questions par rapport à l'utilisation des données. Et j'ai hâte que Valérie revienne, parce que là, du coup, elle est en train de tout poser. Moi, j'attends ici. Et donc, j'ai hâte qu'elle revienne pour pouvoir m'expliquer un peu mieux qu'est-ce qu'ils font avec les données, si ça aide les conchilicultures d'ailleurs, parce que j'ai vu qu'il y avait plein de tables, je me demande s'il y a un lien. Donc une fois revenue, Valérie m'a présenté Élise qui est technicienne phytoplancton pour qu'elle puisse m'expliquer les analyses qu'elle va faire sur les échantillons qu'on vient de prélever. Alors il y a plusieurs types d'analyses, mais je vous laisse avec celle concernant les huîtres. On va regarder notre phytoplancton toxique qui est susceptible de produire des toxines qui vont s'accumuler dans les coquillages. Et en fait, si l'homme il mange ces coquillages-là, il peut tomber malade. Donc on va regarder 3 genres qui sont producteurs de phycotoxines. On a Dinophysis, Pseudonychia et Laxandrium. Si jamais il y a du phytoplancton toxique qui va dans les coquillages, et ils vont être interdits à la vente. C'est ça? Alors en fait, c'est un peu plus subtil que ça. C'est-à-dire qu'en fait, la semaine N, on va faire nos prélèvements, on va regarder notre phytoplancton toxique. Donc nous, on a des seuils d'alerte. Donc dès qu'on va dépasser ces seuils d'alerte pour chacun de nos genres, on va, la semaine d'après, refaire des prélèvements d'eau. Mais il y aura aussi des prélèvements de coquillages qui seront associés à ces prélèvements d'eau. Pour justement, en fait, pour mesurer la concentration de toxines dans la chair de ces coquillages-là. Donc c'est ces résultats-là qui vont permettre ou non de faire une fermeture ou pas. En fait, après, donc, dans ces coquillages-là, on va avoir des mesures qui seront faites et si elles dépassent des seuils réglementaires, il y aura fermeture. Mais c'est pas systématique. Donc voilà. Donc là, par exemple, on a une chaîne de Pseudonychia. Voilà, productrice de toxines amnésiantes. Juste ici. Après cette petite clarification sur les huîtres, on a continué à discuter avec Valérie, mais dans son bureau. Donc voilà, mon bureau. Merci. Oh, t'as une carte de la lagune? Oui, c'est une carte de la lagune de Thau. Tu peux me montrer où on était? Alors, donc ici on est à 7. Ok. Et donc la station Ifremer, elle se situe ici. Donc on a traversé le canal ici, qui nous a amenés en lagune de Thau. Et on est allé directement prélever ici dans la crique de l'Angle. On est allé à Bouzic, donc tu vois ici les carrés, là ce sont les tables d'élevage des huîtres et des moules. Ensuite on a fait un grand trajet jusqu'à l'autre bout de la lagune, à Marseillan. L'objectif de ces données-là, c'est qu'elles soient mises à disposition des décideurs, des usagers du littoral. Donc par exemple le phytoplancton, il y a une utilité par rapport à la santé publique. Ça, c'est ce qu'on a vu avec les huîtres au labo par exemple. Donc ça, c'est déjà une première utilisation. Et ensuite, tout ce qui est nutriments, on va faire des codes couleurs pour que les décideurs ils sachent si on est en zone OK, c'est du vert, on est en zone de vigilance, c'est du jaune, ou on est en mauvais état, c'est du rouge. Donc en fait, il y a un travail de digestion de l'information pour que les décideurs puissent s'en emparer. Puisqu'il y a une multitude de paramètres, il faut que nous, les scientifiques, on rende tout ça accessible pour que les politiques publiques sachent dire où est-ce qu'il faut mettre les efforts en priorité. Et du coup, je me demandais, parce que là, si on est passé d'eutrophisation à oligotrophisation, si c'est bien ça, et donc elle est en meilleur état, est-ce que ça continue toujours aujourd'hui dans un contexte de changement climatique, ou est-ce que cette pente positive de l'état de la lagune de Thau, elle est en train de redescendre?
Et donc tout ce qu'on a gagné par rapport à la qualité de l'eau, c'est très bien pour faire face aux grosses chaleurs. Heureusement qu'il y a eu tous ces efforts qui ont été faits, mais là on est face à des choses inédites, à des températures de plus en plus élevées, et là la lagune elle est quand même en difficulté. On le voit, il y a 2 degrés qui ont été pris depuis 20 ans. C'est des choses qu'on ne voit pas ailleurs dans les zones moins méridionales que la lagune de Thau. Et donc ça peut mettre en péril, ça peut menacer vraiment certaines activités dans la lagune, notamment la mytiliculture, l'élevage des moules. Vous les aidez, les conchyliculteurs, à faire cette transition? Est-ce que vous proposez des solutions ou... Alors nous, on est là pour aider à constater les évolutions. Donc ça déjà, c'est important de dire qu'il y a eu plus de degrés. Ça permet déjà de se projeter pour l'avenir. Il y a aussi des expérimentations qui sont faites par des collègues pour faire soumettre les huîtres et les moules à des températures qui auront lieu en 2050, en 2100. Et donc ça permet aussi de se projeter pour anticiper et s'adapter. Voilà, ce genre de choses. Après, on peut aussi participer à des programmes où ils testent des nouvelles techniques d'élevage. De remuer les coquillages, de les surélever. Voilà. Ok, bah merci beaucoup. J'ai juste une dernière question. Si tu veux, tu me poses la carte, j'imagine que t'en as marre. C'est une dernière question. J'ai l'habitude, à chaque fois que je rencontre un chercheur, de la poser autour d'un thé. Est-ce que ça te dit de boire un petit thé et de répondre à cette question? Avec plaisir, super. Tu as gardé la surprise, tu m'en avais parlé quand même. Donc, ma dernière question, c'est un peu plus pour les étudiants. Je voulais savoir si tu avais des conseils à donner aux gens qui voudraient travailler ou qui veulent juste être intéressés par qui sont intéressés par l'écologie. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Alors déjà, profiter de leurs études pour discuter avec les enseignants-chercheurs, pour leur poser des questions sur leur parcours, sur leur travail. Pas hésiter à aller les voir après les cours, leur demander des conseils. Et puis les stages, je pense que c'est vraiment très important de faire des bons stages, faire les stages obligatoires, mais même des stages volontaires pour se faire une idée de ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas, de rencontrer différents acteurs des différents métiers. Par exemple, faire une césure et en profiter pour faire des stages. C'est ça, la césure, tout ce qui est alternance. Parce qu'après, quand on sort des études, et en fait, on s'attend déjà à ce que les jeunes aient une expérience. Donc en fait, l'expérience, c'est les stages. Donc c'est vraiment très important de se faire un maximum d'expérience professionnelle pendant les études. Merci beaucoup pour ces conseils et aussi pour toutes les questions auxquelles tu as répondu au cours de cette journée. Merci de m'avoir emmené en bateau aussi parce que c'est vrai que c'était une très chouette expérience. Oui, c'est vrai. Donc je te souhaite plein de belles choses pour la suite et encore merci pour tout. Merci à toi, c'était sympa. À bientôt. Bon, ça y est, c'est terminé pour aujourd'hui. Moi, je retourne à Montpellier parce que j'ai un peu de route quand même et je suis bien fatiguée. La dernière fois, j'ai rencontré Ima Oliveira-Smenor, qui est une chercheuse qui travaille à AMAP sur la gestion des feux, le cerrado, tout ça. Alors si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez la retrouver juste ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, elle m'a... c'était trop bien, non? J'ai adoré. J'espère que vous aussi. Si c'est le cas, petit pouce bleu. Et puis, je vous fais plein de bisous. Et à bientôt avec Mine de Science.